Donc, comme le prévoit le programme, et vous l'a présenté tout à l'heure Christophe Ding, nous allons avoir maintenant donc une table ronde qui va être animée par Vincent et qui va revenir donc sur le sujet Gate, savoir-être et compétences développées dans ce type de projet. Vincent, je te laisse te présenter et présenter tes intervenants. Merci Claude. Bonjour à toutes et à tous. Je vais inviter les intervenants à venir se placer sur la scène. Alors Georges Bernanos disait « Votre expérience, elle est comme votre cure-dent. Personne ne voudra s'en servir après vous. » Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce que votre expérience, notre expérience, c'est la somme de nos erreurs. Des erreurs que nous avons commises et des solutions que nous avons plus ou moins heureusement mises en œuvre pour rétablir la situation, pour corriger. Et je parle sous le contrôle de nos étudiants. Dès qu'un vieux vient vous voir pour vous dire « Écoute petit, là tu as fait une bêtise, mais je vais t'expliquer comment faire pour que ça ne se reproduise plus. Je vais te faire partager mon expérience. » Il faut voir vos têtes dans ces cas-là. Allez, vas-y. On n'a pas envie d'écouter l'expérience des autres. Et dans la vie professionnelle, dans votre vie professionnelle d'ingénieur, je parle surtout aux jeunes, mais je parle sous le contrôle de ceux qui ont de l'expérience, on se met en danger. Beaucoup d'erreurs sont commises dès qu'on commence à raisonner en termes de projet. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'un projet est une remise en cause personnelle et collective ? Eh bien parce qu'elle fait éclater tous les schémas traditionnels des entreprises, des administrations, des associations, bref, de toutes les structures professionnelles dans lesquelles on évolue. Et les questions qu'il faut se poser, et que je poserai, et je demanderai à nos intervenants que je vais vous présenter d'y répondre, c'est, au fond, un projet, c'est quoi ? Parce que dans une structure professionnelle, on a des tâches, on a des missions qui nous sont assignées. Et un projet, c'est quoi ? C'est quoi la différence ? Qu'est-ce que ça amène de plus ? D'où est-ce que ça vient ? Qui décide de lancer tel ou tel projet ? Ces trois illuminés qui se réunissent dans un bureau directorial pour leur « tiens, et si on faisait un projet ?» Ou bien est-ce que ça vient de la base ? Est-ce que ça vient de la pression du marché, des actionnaires, des lois, des nouvelles réglementations ? Une autre chose qu'a abordé Bertrand tout à l'heure, il vous a dit finalement, ce qui est très important, c'est le recrutement. Quand vous avez fait le casting, vous avez écrit la pièce. Comment est-ce qu'on recrute les membres d'un projet en interne ou en externe ? Et puis la dernière question, qu'est-ce que ça devient un projet ? Comment ça évolue ? Comment ça se termine ? Et qu'est-ce qu'il advient ensuite ? Voilà les thèmes que je vous propose d'examiner ensemble à travers vos retours d'expérience. Alors j'espère qu'elles seront plus utilisées que vos cure-dents respectifs. Alors, avant de vous présenter, je vais le faire moi-même, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Vincent Rigaud. Je suis coach et formateur en prise de parole en public. J'adresse des chefs d'entreprise, des cadres en entreprise, des politiques, et je donne des cours dans plusieurs écoles de commerce et d'ingénieurs partout en France. Et avant de faire ce métier, pendant 7 ans, j'ai dirigé l'association des diplômés pour nos 2 écoles sur ce campus pendant 7 ans, TEM et TSP. Alors, honneur aux dames. Donc, projet, ça veut dire quoi tel qu'on l'apprend chez nous, chez Gate, dès la première année, ce qui est très spécifique à notre école d'ingénieurs. Donc, je vous présente, dois-je encore le faire, Corinne Truche, donc, qui est adjointe au directeur du programme ingénieur, qui est la responsable et la coordonnatrice de Gate, qui enseigne, et je crois qu'il doit lui rester un créneau de libre entre 3h et 4h du matin, mais là, elle ne me dit pas ce qu'elle fait. Ensuite, Laurent Pipiton, diplômé promotion 2008, donc il est président et cofondateur de NetVitesse. Et Laurent, tu peux nous dire ce que c'est que NetVitesse, très rapidement ? Je me demandais à quelle sauce tu allais me manger, mais voilà, tu me manges à la fière. Voilà. Donc oui, NetVitesse, c'est une start-up avant tout qui a été fondée par un très grand monsieur des télécoms avec une vision. Donc on fait du logiciel et l'idée, c'est d'aider les opérateurs à mieux vendre leurs solutions de télécom pour entreprises au travers de portails cloud. Voilà, je le fais simple. Merci beaucoup. Ensuite, Hervé Perrard, donc, qui est le maire adjoint à la municipalité d'Évry, qui est en charge de l'enseignement supérieur. Alors, l'enseignement supérieur, je pense que là, il y a beaucoup de projets qui voient le jour, que ce soit des projets éducatifs, scolaires, périscolaires, autres, culturels, sportifs. Et je pense que vous aurez beaucoup de choses à nous dire sur la façon dont on le conduit. Et puis, un fidèle supporter, j'allais dire sponsor, mécène de Gate, Méandre Guidir,
donc qui est responsable de l'innovation chez Telespazio. Alors Telespazio, qu'est-ce que c'est? Avec un seul Z. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Méandre? Alors, bonjour à toutes et à tous. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux, en tout cas pour ceux qui sont restés. Alors, je vais donc me présenter. Effectivement, donc, j'étais beaucoup plus connu sous Altran, puisque j'étais l'ancien CTO d'Altran. J'ai effectivement participé à pas mal de... CTO, pour les non-initiés, Chief Technical Officer. Voilà, ça veut dire quoi exactement? Directeur technique. Voilà. C'est bon. Les techos, c'est toujours pareil. On explique. Pardon, donc directeur technique. Vous êtes pardonné. Et donc j'ai beaucoup participé effectivement à certaines activités de l'école, en passant par... certains ont peut-être dû me rencontrer dans les jurys, lors des concours. J'ai participé également à certains... enfin en tout cas j'ai apporté mon soutien à certains masters. Et puis, bien évidemment, récemment, ça fait bientôt 2 ans, j'ai l'immense joie de faire partie du comité, du comité d'école Télécom Sud Paris, de cette belle école. Alors, Telespazio, c'est quoi? Telespazio, c'est un opérateur satellitaire, hein, c'est une joint venture, donc c'est un regroupement d'intérêts économiques entre deux grands groupes, hein, qui sont Thales et Finmeccanica en Italie, hein, qui est un peu l'équivalent de Thales, hein, qui fabrique des satellites, entre autres. Et donc moi, je suis en charge de la partie innovation recherche, c'est-à-dire que Telespazio est un opérateur satellitaire. Bien évidemment, il faut essayer d'identifier de bonnes idées autour de cette activité opérateur satellitaire pour effectivement créer des projets. Et donc je citerai quelques projets tout à l'heure, mais effectivement d'identifier de nouveaux projets autour de tout ce qui est en fait satellite, hein, tout ce qui est application autour du satellite. Voilà, donc je continue tout à l'heure. Merci beaucoup, Méandre. Alors, je vais lancer le premier thème et j'aimerais que vous y répondiez chacun. J'invite toutes les personnes dans la salle à intervenir pour préciser une question dès maintenant pour rendre ce débat interactif et que vous ne vous tapiez pas à des exposés interminables avant de pouvoir poser vos questions ou intervenir. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, effectivement, un projet, qu'est-ce qui le définit? Ça vient comment? Qui décide? Alors là, on a vraiment quelqu'un qui travaille dans une structure qui est importante, une joint venture entre deux grands groupes. On a un représentant de nos collectivités territoriales, de l'administration publique. On a un représentant, effectivement, d'une start-up. Et puis, on a une représentante dans le monde de l'enseignement. Donc, on va avoir un aperçu un petit peu, on va avoir pas mal de différences ou de points communs. Alors, Hervé, justement, on va commencer par l'atypique chez nous. Hervé... lorsque dans l'enseignement supérieur ou à l'échelon municipal, quand on décide de lancer un projet, ça se décide comment? On applique un programme politique, on écoute la population, comment est-ce que ça voit le jour? Il y a beaucoup de... Pardon, je suis pris un peu... Comment ça se lance? A priori, par exemple, pour prendre des choses qui sont construites assez régulièrement sur la ville d'Évry, la première démarche, c'est effectivement d'écouter. C'est-à-dire on essaye de faire des diagnostics partagés. Ça, c'est un peu une question. Moi, j'ai eu... par exemple, à mener un certain nombre de démarches sur le développement durable dans le mandat précédent. Et effectivement, le diagnostic des habitants, qui sont souvent experts de leurs propres besoins, de leur propre vision, je veux dire, des atouts et des qualités de la ville est important. Donc effectivement, la dynamique projet passe par le repérage commun de problématiques sur lesquelles, je veux dire, les gens ont déjà des éléments de réponse ou des questions bien formulées déjà. Et ça, c'est la première chose. Ça, c'est par rapport à la ville. On l'a dans beaucoup de domaines. Après, je veux dire, moi, j'ai connu plutôt sur le côté développement durable, mais ça ne répond pas forcément à la question de la façon dont les projets GET arrivent, par exemple, chez nous. Parce que nous, on a notre propre dynamique pour avancer sur des questions de politique publique. Et donc, effectivement, une des
Une des meilleures, ça peut être des exemples d'autres villes, la circulation d'expériences, des choses comme ça. Donc le travail par le diagnostic partagé avec les habitants, mais ça peut être aussi effectivement des associations qui nous posent des projets. C'est aussi ce dialogue permanent. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'arriver à poser un problème de politique publique, mais qui sont la façon d'écoute nécessaire de voir ce qui émerge comme nouvelles questions. Et dans les projets GET, je suppose qu'il faudra que j'y revienne tout à l'heure, dans les projets GET, c'est typique d'une dynamique qui est absolument essentielle. C'est-à-dire que finalement, je veux dire, dans les... Donc là, vous avez des apporteurs de projets. Ils viennent avec une idée, un projet, un objectif, et puis vous décidez de le soutenir, de financer, d'être partenaire ou de déléguer. Alors dans le monde de l'entreprise, comment est-ce que ça se passe? Comment, par exemple, une joint venture? Alors là, des projets, en fait, ce sont des projets conjoints à deux grandes structures, deux grands groupes. Pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes organisations, pas la même langue, pas les mêmes actionnaires, etc. Comment ça se passe chez vous, Méandre? Alors, pour nous, je pense que ce qui doit probablement se passer, en tout cas dans bon nombre de sociétés, de grands groupes, on a une feuille de route. On a une feuille de route sur 3 ans, généralement, pour la partie innovation-recherche. Et comme ce qui avait été dit par Bertrand tout à l'heure, on a un groupe qui phosphore, qui brainstorm autour d'idéation au niveau de nouvelles applications, au niveau de nouveaux besoins. Toujours, bien évidemment, autour de notre savoir-faire. Alors, comment ça se passe? Bon, il y a les projets qui sont gagnés, les projets sur lesquels on répond à un appel d'offres international et puis ou européen, ou même français, puisqu'on a répondu à des appels d'offres aussi en France. Et on répond et on met une équipe qui va effectivement travailler sur ce projet. Bon, ça, c'est vraiment le projet opérationnel. Mais ce qui nous intéresse et ce qui se rapproche aussi un petit peu de GET, c'est plutôt des projets innovation, des projets innovants. Et ça, on lance des idées, et effectivement, on demande à des collaborateurs, on fait effectivement participer des collaborateurs. Il y a des prix qui sont remis, et on essaie de travailler effectivement sur une idée, et on la développe. On regarde, et celui qui apporte effectivement l'idée devient effectivement le chef de projet, et pilote cette entité avec plusieurs... Mais là, ça résulte plutôt d'une demande extérieure, c'est-à-dire là de réponse à d'appels d'offres, à des clients, etc. etc. Non, je parlais effectivement de l'innovation. Oui, l'appel d'offres, ça c'est clair. On répond, ça ce sont des commerciaux. Après, l'innovation en interne peut venir d'une initiative de collaborateurs. Voilà, tout à fait. D'accord. Collaborateurs internes avec un prix qui est remis, et puis effectivement, on accepte de financer sur les fonds propres de l'entreprise, puisque généralement les projets d'innovation, c'est sur son fonds propre, pour effectivement développer cette nouvelle idée. Alors, et chez toi, Laurent, dans une start-up, ça se passe comment? J'ai un peu de mal du coup avec la question, parce qu'en start-up, souvent on commence sans projet. D'accord. Au sens où, peut-être la question je vais la reformuler en disant comment va se définir le projet. C'est vrai que souvent quand on part en start-up, la première des questions c'est qu'on n'est pas encore au fait d'être dans un état où on va définir ce qu'on va faire pendant les prochaines années. On est plutôt dans un état où, et d'ailleurs toute la start-up est canalisée là-dessus, son intérêt principal c'est de rechercher les problèmes d'un marché et de les rechercher tellement longtemps qu'un jour elle va peut-être passer en phase d'accélération où cette fois-ci le projet sera défini. Tout ça pour dire que je pense qu'en start-up en tout cas, un des éléments essentiels, c'est le temps que passent les fondateurs sur un environnement donné. Et alors pour prendre un exemple qui est celui de NetVitesse, nous ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a vécu, NetVitesse c'est presque de l'extrapreneuriat, au sens où c'est un grand groupe qui avait un certain nombre de problématiques sur un marché, et nous on a été placés au contact de ce marché. Quand je dis nous, c'est les fondateurs de NetVitesse. On a été placés au contact de ce marché, et c'est à force de vivre, pour pas cher, parce que dans cette phase-là, personne ne vous paye, à force de vivre au contact d'un marché, de ressentir un certain nombre de problèmes que les clients peuvent poser, si ces clients existent, ou tout simplement des passions personnelles que peuvent avoir les fondateurs, qu'ils expriment et ils ressentent des problèmes dans l'expression de ces passions. Là commence à émerger ce qui pourrait faire sens à un problème suffisamment récurrent pour ensuite devenir quelque chose à développer, et le projet arrive là. D'accord.
Voilà. Alors toi, tu me fais penser à cette phrase de Talleyrand, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. C'est-à-dire, on crée sa boîte, on fonce, puis on voit ce qui se passe. Alors, C'est un peu comme ça que ça démarre. Oui, alors juste le petit mot, c'est que là, je ne parlais pas de création d'entreprise. La création d'entreprise, effectivement, doit arriver probablement, enfin, dans le cas général, une fois qu'un projet de développement est sur la table. Mais la start-up, il y a une énorme phase garage qui est avant la création d'entreprise. Et cette phase-là est souvent la plus essentielle en start-up, c'est la phase de recherche du problème, où des fondateurs, 3, 4, 5 personnes, harcèlent un marché, font des entretiens avec des potentiels clients, partent de leur passion. Et une fois qu'ils ont ça, ils ont un problème réel. Et cette fois-ci, ils essayent d'en faire quelque chose. Et là, l'entreprise arrive. D'accord. Alors Corinne, sur les projets Gate, puisque je crois qu'on en a en moyenne une vingtaine chaque année, un petit peu plus, ils viennent d'où? Est-ce que ce sont des étudiants qui viennent te voir en disant voilà j'ai une idée? Est-ce qu'il y a des projets, et là je pose une question un peu faux cul, mais qui sont reconduits d'année en année, et pourquoi? Comment ça se décide? Est-ce que c'est toi qui décides que tel projet sera permanent, année après année? Comment ça se passe? Alors, donc chaque année, ce programme redémarre en septembre, dès le premier jour, enfin le deuxième, à la sortie du week-end d'intégration. Et on organise ce qu'on appelle un amphi de lancement. Au cours de cet amphi de lancement, le but est de permettre aux étudiants de première année qui vont tomber dans le chaudron Gate de rencontrer à la fois leurs camarades de deuxième et troisième année qui, eux, sont déjà tombés dedans et en sont sortis. Donc ça donne déjà des premières idées. Ensuite, sont invités à cet amphi des clients potentiels. Donc comme, alors si je reprends au niveau de la ville d'Évry. Chaque projet Gate a un client? Pas forcément, mais je dirais que d'année en année, des clients qui ont des besoins viennent en faire part auprès de la promotion de première année. Et cet amphi de lancement est je dirais, à 50% du temps, une succession de propositions qui sont soumises aux étudiants. Et là où Claude disait tout à l'heure, les étudiants ne se réunissent pas ils ne sont pas copains à la base, souvent ils viennent ils ont fait connaissance durant le week-end d'intégration. Ce qui se passe aujourd'hui... Ils sont déjà très copains alors souvent, très très copains. Oui, bon, si tu veux. Mais en tout cas, une équipe souvent aujourd'hui se crée autour d'une idée. Si c'est un client extérieur, c'est une équipe qui a eu une idée durant l'amphi. Et j'invite les clients qui viennent au moment de cet amphi à rester d'ailleurs sur place dans le forum pour continuer à échanger, discuter, aller plus loin sur cette idée qui intéresse. Ensuite, d'autres clients ici, ce sont les associations. Donc les associations, et vous avez les associations sur la ville d'Évry, des associations en France, des associations à l'international, et il y a nos associations sur le campus. Et d'ailleurs, ce partenariat Gate Association sur le campus nous permet, nous, dans le cadre de notre cursus, de pouvoir valoriser la vie associative à travers un projet, et donc de le valider en tant que tel avec des crédits ECTS dans le cadre du diplôme. Donc ça, c'est aussi un point fort dans le cadre de ce programme. D'accord. Alors merci pour ce premier tour d'horizon. Je rappelle à tout le monde que vous êtes libre de lever la main si vous avez une question ou une demande de précision à faire. N'hésitez pas à me solliciter à tout moment. Alors, je vais lancer le deuxième thème. Bertrand en avait souligné l'importance. Qui dit projet, dit on va réunir une équipe pour accomplir ce projet. Alors là, on peut recruter à l'extérieur. On a besoin de compétences qu'on n'a pas en interne. Mais on va aussi, et c'est souvent le cas, prendre des gens qui sont déjà en fonction dans l'entreprise ou dans l'administration. Alors, nos étudiants, c'est encore un autre problème. Pour les réunir. Alors, comment ça se passe? C'est celui qui lève le doigt qui le fait? Il y a une sélection? Comment ça peut se passer, par exemple, chez toi, Laurent? Comment tu procèdes? Alors, toujours pareil, je vais répondre en deux phases. Il y a la phase où on n'est pas encore en start-up, j'entends. Dans la phase où on n'est pas encore dans un mode entreprise, où là, ce qu'on cherche à agréger, c'est ce qu'on appelle une équipe de fondateurs. Je vais en parler un petit peu. Et puis, il y a la phase post-entreprise, où là, on est vraiment dans de la génération d'emplois avec des techniques RH plus classiques et certaines géniales qui ont été évoquées avant cette table ronde. Alors, celle qui est la plus intéressante, parce que la plus dure à mon sens, c'est celle où on cherche à construire une équipe alors qu'il y a très peu de moyens. En général, une start-up à son origine a très très peu de moyens. Et donc là, on est sur de la construction d'équipe par affinité. Alors,
c'est une des raisons pour lesquelles les startups de jeunes gens, de jeunes ingénieurs, de jeunes personnes qui sont issues de TEM, etc., sont un peu plus simples à créer. C'est qu'en général, on est dans une phase de sa vie où la problématique financière personnelle est un tout petit peu laissée de côté, et donc on a plus de liberté à se laisser aller à ses passions pendant quelques temps, le temps au moins d'atteindre un seuil critique. Comment on trouve des bons fondateurs aujourd'hui? Il y a pas mal de techniques. Si par exemple vous êtes quelqu'un plutôt d'un profil manager et que vous cherchez des personnes pour vous rejoindre d'un profil plus technique, ce qui se pratique beaucoup sont les hackathons. Alors les hackathons, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est finalement des grandes assemblées où des thèmes vont être proposés, et ensuite des développeurs de tous horizons viennent passer tout un week-end, 48 heures durant, et c'est généralement des très bons moyens de recruter comme ça des personnes qui vont avoir des passions. Et il y a même des foires de speed dating de cofondateurs qui existent sur Paris, il faut le savoir, qui permettent justement de trouver des cofondateurs quand vous êtes d'un profil A pour chercher un profil B, donc c'est comme ça qu'on pratique. Et puis après, il y a juste un dernier mot sur le socle des fondateurs. Il y a un point très important, c'est le degré de partage, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on qualifie de leadership en général, mais c'est le degré de partage de la passion qu'on a pour un thème. Et ça, souvent les fondateurs dans des projets, je ne sais pas si ça se passe à Gate, mais ce qu'on peut voir, c'est que, en tout cas moi je l'ai rencontré souvent, beaucoup de gens essayent de cacher leur projet, de le retenir à eux, d'essayer de le protéger parce qu'il y a quelque chose de différent dans le projet qui va être développé. Et finalement, c'est souvent la démarche inverse qui permet de construire des équipes importantes. Et c'est souvent le fait de parler et d'être très ouvert sur la définition, l'idée de son projet, qui permet de ramener des personnes intéressées au départ. D'accord. Alors, mais dans une structure plus importante, beaucoup plus importante même, comment est-ce qu'on constitue une équipe projet? Parce que ce sont souvent des gens qui ont déjà une fonction en interne. Alors il va falloir qu'ils fassent un peu le grand écart entre les deux, ou ils arrêtent leur fonction et puis ils vont partir sur le projet et ne faire que ça. Là, je pense que ça intéresse beaucoup de nos étudiants parce que justement, ça va être leur quotidien. Très bien. Alors, juste avant de répondre à la question, Vincent, je voudrais quand même saluer comme l'idée de projet de mettre en place effectivement je dirais un programme comme GET au sein d'une école comme Télécom Sud Paris, parce que j'ai souvenir, on avait en 2006, je crois, phosphoré lors d'un séminaire à Télécom Paris Tech sur vraiment les besoins des industriels en termes de formation pour pouvoir répondre aux besoins de l'industriel. Et un des besoins qui était essentiel, c'est d'avoir des ingénieurs qui savent ce que c'est un projet. Et je trouve que l'idée de commencer dès la première année dans une école d'ingénieurs ce type de programme, je trouve vraiment que cette idée est excellente. Et vraiment excellente parce qu'on fait toucher le futur ingénieur à la réalité, à ce que c'est un projet. Comme disait tout à l'heure Claude, de bout en bout, hein, puisque lorsqu'il faut effectivement faire acheminer des équipements à l'autre bout de la Terre, ou alors à des endroits inaccessibles, je trouve ça vraiment très bien. Voilà, donc c'était juste une petite aparté parce qu'on m'a mis le terme de sponsor, donc il fallait. Elle sera appréciée. Merde. Voilà. Donc la page de pub est passée. Alors, ce que disait Laurent est très intéressant parce que c'est vrai que comment ça marche chez nous? Donc il y a deux types de projets. Donc, il y a les projets dits opérationnels, les projets effectivement qui sont gagnés sur appel d'offres. Ça, effectivement, on identifie rapidement donc un chef de projet ou un directeur de programme qui va prendre en charge ce projet ou ce programme et qui va s'appuyer sur une organisation transverse qui va effectivement toucher différents domaines, hein, donc de l'ingénierie, de l'exploitation, du déploiement, enfin bon, ça touche différents métiers dans l'industrie, enfin dans l'entreprise. Et donc ce chef de projet qui a été identifié, ce porteur, lui va effectivement faire son casting, fera son casting et verra avec qui effectivement il pourra effectivement travailler. Alors
Les projets dits vraiment innovation, c'est tout à fait différent. Hein. Les projets innovation, on identifie un porteur. Alors, il peut y avoir des projets innovation dits collaboratifs. Hein, donc on travaille avec d'autres entreprises, des écoles aussi, des labos. Hein, donc, c'est aussi un petit peu quelque part le rôle des pôles de compétitivité en France hein, que l'on a. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet effectivement d'échanger. Alors, ça permet d'échanger, et je reprends un petit peu ce que disait tout à l'heure Laurent, qui est très intéressant, c'est qu'on essaye d'échanger sans trop en dire. Parce que c'est collaboratif, certes, jusqu'à un certain niveau. Pourquoi ? Parce que derrière ce projet collaboratif, on espère bien qu'il y ait créé des applicatifs et avoir effectivement du business derrière, en créant une application ou en créant un produit derrière. Voilà. Donc alors, pour effectivement comment ça se gère, dans l'entreprise, effectivement, un chef de projet dans une organisation, je dirais, R&D ou innovation, c'est lui qui va effectivement faire son propre casting. Alors si je reprends une petite anecdote de mon ancienne entreprise, j'ai eu effectivement à piloter certains grands projets. Et on me disait, tiens, voilà, on va te trouver des gars, des gens que je ne connaissais absolument pas du tout. Donc il fallait faire avec, hein, parce qu'ils étaient effectivement en intercontrat, donc il fallait effectivement les occuper. Mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Généralement, c'est par affinité. On essaie on connaît d'autres ingés. On dit tiens, est-ce que ça t'intéresse de travailler sur un projet comme celui-ci ? Et on regarde aussi bien évidemment les compétences et le savoir-faire effectivement de ces personnes. Mais il va falloir le détacher en quelque sorte à temps partiel ou complètement de l'équipe à laquelle il appartient déjà. Et alors là, comment ça se passe ? Parce qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts parfois. C'est la problématique de ce qu'on appelle des PNL. Hein. Donc il faut effectivement demander. Donc bien évidemment, lorsqu'on détache une personne, on prend en charge effectivement entre guillemets son salaire, ses différentes charges. Et au départ, lorsque le projet a été effectivement décidé, on a un budget. Hein. On a un budget. Le chef de projet ou le directeur de programme est responsable, bien évidemment, de rendre des comptes sur le suivi financier d'un projet. Donc, bien évidemment, le chef de projet est un chef d'orchestre, est un chef d'entreprise qui doit effectivement mener à terme son objectif, son projet, et de donner effectivement une ligne de conduite à suivre à l'ensemble de l'équipe et à suivre effectivement et à rendre compte à la direction, puisqu'il faut effectivement rendre compte à la direction, puisque c'est eux qui nous allouent les moyens financiers et humains. D'accord, merci Méandre. Alors Hervé, quand une association, qu'elle soit sur notre campus ou en dehors, et Dieu sait, il y en a plusieurs centaines à Évry, je crois, d'associations, il y en a beaucoup, elles viennent vous voir, vous donnez le feu vert, vous dites ok, on vous suit sur ce projet, on va vous aider d'une manière ou d'une autre, on vous allez accomplir, on vous donne le feu vert. Comment ça se passe après ? Vous pilotez le projet, vous demandez des comptes, vous intervenez un peu, beaucoup, pas du tout, comment ça se passe ? Je vais faire une petite précision sur la notion de projet par rapport aux services municipaux. Parce que tout à l'heure, je m'attendais moins à la question. Je reviendrai après sur cette question précisément. Parce que sur les collectivités, entre la mairie et la communauté d'agglomération, la dynamique projet est assez différente. Quand vous avez une collectivité comme une mairie qui a beaucoup de services publics, de continuité, je veux dire, la dynamique projet est un peu moins fréquente que quand vous êtes sur une collectivité comme la communauté d'agglomération, qui a des missions d'aménagement, des missions de développement économique. Ils vont beaucoup travailler en équipe projet, beaucoup plus. Moyennant quoi, effectivement, quand on veut innover, on est obligé, à la ville d'Évry, sur toutes les politiques éducatives, ce sont à chaque fois effectivement des petites cellules qui sont constituées pour mettre en place des projets particuliers. Alors avec les associations, il y a une... Alors, je n'ai pas
La délégation, je démarre depuis 1 mois et demi, donc voilà. Je n'ai pas encore eu sur ces questions-là de dossiers liés à l'enseignement supérieur, je n'ai pas encore eu de rencontres avec des associations. Mais d'une manière traditionnelle, c'est vrai qu'il y a un gros travail d'abord sur le dossier, c'est-à-dire, mais toutes les associations qu'on a aidées depuis quelques années, il y a une certaine continuité. Donc il y a de la paperasse, quoi, en gros. Il y a de la Beaucoup paperasse. plus que dans une entreprise. Non, parce qu'en fait, non. Pas beaucoup plus que dans une entreprise, c'est le préalable. Mais après, c'est pas vrai, parce qu'en fait, ce qui est assez précieux, et dans tous les projets Gates, ce qui est assez précieux, c'est que ce qu'on voit, c'est la connaissance, on pourrait dire, je vais employer un gros mot, mais la fonction sociale, pour nous, elle est essentielle. Et effectivement, il y a beaucoup de travail avec les associations, il y a beaucoup de travail sur une connaissance du territoire, sur les besoins du territoire. Et ça, tout de suite, on l'apprécie. J'ai vu des collaborations avec des collèges, des équipements de quartier, tout ça, des choses sur... quand je parlais de diagnostic tout à l'heure, je veux dire, c'est exactement ça. Tout d'un coup, on se trouve en face d'équipes d'étudiants, c'est-à-dire qui sont capables de s'emparer d'un sujet ou de nous proposer un sujet qui nous fait effectivement dire, mais voilà, c'est bien, ils vont avoir une expérience de ce territoire dont on a besoin et dont la population a besoin, et qui est une expérience aussi formatrice pour eux. Puisque de toute façon, je veux dire, on n'est pas... j'ai beaucoup aimé l'exposé de l'intervenant précédent, c'est-à-dire qu'on n'a pas que du produit à vendre. On a de l'humain à mettre ensemble et à faire fonctionner, avec toute cette qualité d'écoute et de proposition. Et ça, je veux dire, la plupart des projets qui sont soutenus sur la ville sont vraiment des projets qui ont une plus-value humaine assez extraordinaire. Et de ce point de vue-là, je veux dire, c'est pour nous, on a des équipes qui ne sont pas que des équipes administratives, qui sont des gens qui travaillent sur les services scolaires. En plus, on a vraiment des équipes qui travaillent sur toutes les missions éducatives qui sont transversales. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les maternelles on a des spécialistes. Non, on a des gens... Samy est là, il traite le second degré et l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'on a vraiment une relation plus à la ville et aux gens qui vont avoir une proposition de service ou de conseil ou de produire une fête. Enfin bon, il y a un panel de propositions que j'ai trouvé vraiment formidable, quoi. Alors Corinne, chez Gate, puisqu'on les prépare à évoluer dans tous ces milieux-là, les équipes, elles se constituent comment? C'est-à-dire, c'est une bande de copains qui vient de voir s'il y en a qui ont sympathisé pendant la fameuse période d'intégration. Est-ce que c'est toi qui imposes le casting? Est-ce qu'il y a des règles? Et puis, sur quoi tu es vigilante au début? Parce qu'il peut y avoir des risques financiers, il peut y avoir des problèmes, on a dit, juridiques, de sécurité, etc. Ça peut être parfois très compliqué de faire venir, d'aller équiper en Internet une école. C'est très, très compliqué. Il faut tout un tas d'autorisations administratives. Alors, comment tu gères tout ça? Déjà, la constitution des équipes et ensuite les risques liés au projet. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les clients viennent au moment de l'amphi de lancement, une idée germe, ou alors les étudiants ont une idée déjà derrière la tête, et c'est l'occasion de la mettre à profit durant cette année-là. Une fois qu'ils ont cette idée-là, ils ont 1 semaine pour la mettre en forme entre eux. Donc, soit l'équipe s'est constituée autour de l'idée, soit quelques âmes un peu perdues se retrouvent affectés sur un projet qui peut être intéressant, mais quelques électrons libres peuvent se retrouver dans une équipe comme ça. Ensuite, il y a plusieurs phases, jusqu'à la période, ce qu'on appelle jusqu'à la phase de validation qui va durer jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et pour les guider au mieux, on les fait passer devant des jurys. Donc des jurys qui sont dans un premier temps plutôt de simples conseils, ce que j'appelle la prévalidation, où là, en fait, chaque équipe passe, exprime son projet, son idée, nous fait part du client potentiel qui est derrière ce projet. Ils ont essayé d'estimer le budget. Et à partir de ce moment-là, le jury leur fait part des premières réactions. Soit avec l'expérience, on dit « oh là là, laissez tomber, vous allez dans le mur, ça n'ira pas ».
soit le projet est trop ambitieux aussi sur une année. Donc pour mémoire, chaque étudiant doit travailler sur son projet à hauteur de 120 heures durant l'année scolaire. Donc fois le nombre d'étudiants, une équipe étant composée je dirais entre 5 et 9 en majorité, 10 exceptionnellement. Voilà. Et pourquoi jusqu'à 9 ? Tout simplement parce qu'une promotion, c'est 200 étudiants. Donc on va dire que les premières années tournent aux alentours de 185. Et c'est pour ça que nous avons une vingtaine d'équipes. Alors je voudrais bien couper en plus petits morceaux, mais j'ai besoin de plus de tuteurs. Voilà, et donc là, c'est un problème, je dirais, de moyens Appel humains. à la population. Voilà, oui. On cherche tuteur. En fait, voilà, recherche tuteur, c'est une grande période. Voilà. Donc cette période de prévalidation, donc ce jour-là, ils repartent avec soit OK, vous êtes sur la bonne voie, mais approfondissez au niveau du budget, sur toutes les faiblesses. Et puis ensuite, la seconde étape va jusqu'à la validation, où là, on leur dit c'est soit le go, soit le no-go. Alors, on va dire que 98% des projets bénéficient du go. Et puis, il peut arriver à quelques équipes qui sont encore dans le flou jusqu'à Noël. Alors, soit on y croit, on les laisse parce que le projet est vraiment très intéressant et ce serait dommage de l'abandonner. C'est une première raison. La deuxième, c'est qu'ils sont allés aussi tellement loin, il ne leur manque pas grand-chose. Et que repartir à zéro à Noël, c'est quand même extrêmement difficile. Donc je reprends l'exemple de Colombint. Alors je ne sais pas s'il y a des étudiants de Colombint l'année dernière. Pour une fois, c'était un peu différent. C'était la Colombie. Il y avait une collègue sur place, Mélanie. Donc j'avais quand même bordé au départ un peu les choses. J'aurais jamais pris la Colombie si on n'avait pas eu quelqu'un sur place à la base déjà. Mais voilà, ils ont eu du mal à trouver ne serait-ce que le client. Donc si on n'a pas de client, on n'a pas de projet. Mais il y avait quand même beaucoup de belles choses à faire là-bas. Donc ça, c'est bien terminé. Mais jusqu'à Noël, c'était quand même particulièrement délicat. Alors, la question qui tue. Pendant 7 ans, j'ai travaillé sur ce campus, ça m'occupait des diplômés, expérimentés au moins, mais aussi, on était la plus grosse association étudiante. On avait beaucoup d'étudiants adhérents à l'association des anciens. Et donc, j'ai passé le plus clair de mon temps à aider des étudiants en fin de cursus à préparer leur projet professionnel et à faire leur CV, leur lettre de motivation, etc. Et à chaque fois que je posais la question, qu'est-ce que tu veux faire ? J'avais 2 réponses, pas 3, pas 4, 2. 1, je veux créer ma boîte. Et la variante, c'est je veux être chef de projet. Ah bon, mais c'est quoi un chef de projet pour toi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu crois que tu vas être chef à 23 ans en sortant de l'école ? Au service militaire, on apprenait à être 2e pompe avant d'être officier, etc. Alors, je vais vous poser la question qui tue. Puisqu'ils veulent tous être chefs de projet, c'est quoi un bon chef de projet ? Alors là, j'aimerais avoir vos avis à tous les 4, puisque là, il y a du vécu. Alors, on va peut-être commencer par Méandre. Un bon chef de projet, c'est quoi les ingrédients ? C'est quoi les qualités et les défauts, peut-être qui font un bon chef de projet? Alors, je vais essayer de dire ce que c'est pour moi un chef de projet. Peut-être que je ne suis pas forcément aussi un bon chef de projet. Donc à ce moment-là, on pourrait effectivement m'expliquer comment faire des projets. Alors, blague à part. Donc, un chef de projet, c'est quoi ? Ça regroupe beaucoup de qualités. Qualité humaine, on en a parlé, je crois, tout à l'heure lors de la présentation Bertrand. Qualité humaine, c'est très important parce qu'il faut savoir dialoguer et communiquer. Une des questions en tout cas, juste une petite aparté, que je posais lors des oraux, c'est chers candidats, que faites-vous comme sport ? Faites-vous un sport d'équipe ? Parce que c'est très important de savoir partager sur quoi on travaille et ce que l'on fait. C'est important de ne pas être seul. Pas mais ils vont tous mettre je suis capitaine de mon équipe de rugby sur leur CV. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. D'accord. Donc pour leur poser des questions. Comme ça, pour leur poser des questions. Voilà. Un bon gestionnaire également sur la partie financière, parce que c'est important de ne pas dériver. Un bon contact parce que quand on est chef de projet, il faut connaître son client. C'est très important. Parce que vous avez un client, parce que généralement, on regarde toujours la satisfaction client. C'est très important parce qu'un client qui est satisfait,
il sera effectivement bien évidemment enclin de vous reproposer, de retravailler avec vous s'il est satisfait. Alors le client peut être un client qui achète un service, mais ça peut être aussi un client interne. Je parlais tout à l'heure des projets innovation. Ce sont avec des clients internes. Les clients internes, ce sont une direction qui souhaite effectivement lancer un nouveau produit marketing et qui souhaite lancer un nouveau produit. Et bien évidemment, le client interne, c'est le marketing. Je pense qu'aussi, pour être un bon chef de projet, il faut savoir effectivement avoir déjà fait bien évidemment du projet, parce qu'on ne peut pas arriver chef de projet sortie d'école, hein, en tout cas je n'en connais pas. Il faut savoir capitaliser, ça c'est important, savoir capitaliser, c'est savoir là où on a effectivement péché, vu des erreurs, pour pouvoir effectivement les éviter et capitaliser avec ce qui a été fait par ailleurs. Hein, parce que sur bon nombre de projets, on arrive effectivement à garder, je dirais, de bonnes idées pour pouvoir effectivement manager les futurs projets. Ça, c'est important aussi. Voilà, donc je pense qu'avec tout ça, être à l'écoute, hein, très important. Il faut vraiment. Et ça, c'est. Je pense qu'un bon chef de projet, c'est un meneur, c'est un chef d'équipe, c'est un capitaine d'équipe. C'est ceux qui écoutent, c'est ceux qui orientent, c'est ceux qui poussent, qui aident. Et ça, c'est important de se dire. Pas forcément se dire, voilà, moi je suis au top et j'ai une équipe qui travaille pour moi. Non, il y a un échange en permanence avec la base, se dire, voilà, tiens, où est-ce que tu en es ? Faire que un tel puisse effectivement échanger avec son collègue pour pouvoir effectivement faire avancer le projet. Voilà, donc ça c'est... Merci Méandre. Alors Hervé, quand vous avez ces apporteurs de projets qui viennent vous voir, qui viennent vous proposer quelque chose, on sait que la qualité d'ISOM fait la qualité du projet. Et vous, quand vous avez les interlocuteurs en face de vous, qu'est-ce que vous cherchez à déceler ? Qu'est-ce que vous attendez comme signaux ? Qu'est-ce que vous détectez comme qualité ou comme défauts qui peuvent être complètement répulsifs ? Qu'est-ce que vous attendez des porteurs de projets qui viennent vous voir ? Il faut, je pense qu'il faut qu'ils aient bien, qu'ils racontent bien le projet et l'histoire. Il y a vraiment, je veux dire, il y a une façon d'aller vers la simplification aussi. Il faut être convaincant, il faut simplifier le projet. Et je crois que c'est une chose importante parce que souvent, je veux dire, on a des choses, je vois d'ailleurs, enfin je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire quand même, je veux dire, on a des apporteurs de projets qui peuvent venir du milieu universitaire et souvent, je dirais, leur façon, ils structurent beaucoup moins bien les propositions que les gens qui sont formés dans les écoles d'ingénieurs, pardon de le dire comme ça. Mais ça nous fait très plaisir ce que vous dites. On ne le répétera pas, c'est promis. Non, surtout à l'université. Mais il y a une différence énorme, c'est vrai, que de cette capacité-là d'être synthétique, efficace, c'est important parce que derrière, ça donne vraiment des chances beaucoup plus grandes. Ça met une confiance et il faut être porteur. Donc il y a les qualités de communication. Un bon chef de projet doit être capable d'expliquer son projet en 30 secondes, en 5 minutes ou en 1 heure. Oui, mais en se limitant dans les 30 secondes à l'essentiel. Et il faut... quand on est, nous, j'en parlais tout à l'heure, on est sur le service public, on est sur de l'intérêt général, on parle des choses comme... Donc il faut aussi être porteur de valeurs. Il faut aussi, je dirais, bien les incarner, ces valeurs-là. Et ça, c'est vraiment une gageure. Hein, c'est parce que c'est vrai que là, encore une fois, je regarde quand vous parlez de citoyenneté, quand vous parlez d'aide internationale, voilà, il faut, les mots peuvent être assez rapidement creux, vides. Je veux dire, parce que tout ça, c'est comme je parle du développement durable, et ça, c'est des choses qui font partie d'ailleurs des questions, des valeurs émergentes qui sont nécessaires dans cette société. Or, je veux dire, ces mots-là, ils sont épuisés, je veux dire, épuisés par
des médias, des technocrates qui utilisent ça sans du tout sans vouloir défendre ces valeurs-là. Et je veux dire, des gens qui sont capables de défendre des valeurs, c'est important. Les simplifier, mais aussi les défendre, les incarner, les vivre un peu. Ça m'apparaît, moi, être deux choses vraiment Et c'est importantes. ce que vous attendez de ressentir pour évaluer la qualité des équipes en face de vous. Dites-vous bien, je le dis aux jeunes, un projet, c'est facile d'avoir une bonne idée dans la vie. Vous pouvez en avoir 10 par jour, surtout avec votre talent. Hein, j'en connais certains d'entre vous, il n'y a pas de problème. Mais ce qui fera la décision, vous emporterez la décision sur la qualité humaine, jamais sur la valeur de l'idée. La seule question qu'on se pose pour évaluer un projet, c'est est-ce que cette personne et ces personnes sont capables de le mettre en œuvre? Parce qu'une bonne idée mal appliquée, c'est une catastrophe. D'accord? Alors Laurent, toi justement, un bon chef de projet, c'est quoi pour toi? Déjà attention avec le mot capacité, parce que quand on entend ça, et je pense que je suis passé sur les bancs de l'école il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est vrai que quand on n'a pas forcément eu beaucoup d'expérience professionnelle et qu'on entend que forcément il faut avoir plein de capacités et tout ça, ça peut être un peu choquant. Moi je crois que les capacités essentielles, elles viennent de nos passions. Donne-nous ta définition des capacités alors, oui, non, mais qu'on peut avoir en sortie d'école. Elles viennent de nos passions, donc il faut jamais s'imaginer qu'on va être uniquement jugé sur des tonnes d'expérience, on est aussi jugé sur une volonté claire et exprimée clairement, ce qui vient d'être dit aussi, mais je crois que la volonté et la façon dont on l'a fait transparaître de soi, alors là on arrive sur finalement deux définitions du chef de projet. Il y a le chef de projet assez classique où on est dans ce qui a été évoqué, c'est-à-dire l'équipe de rugby avec son capitaine, et il y a ce lien entre une équipe très soudée, on est très dans l'humain, on est très dans la gestion aussi, et il y a le projet un peu différent, peut-être qu'on retrouve plus dans les startups, où on est vraiment dans de la notion de leadership, mais pas au sens galvaudé, au sens très simple du terme. Le leadership qui est naturellement par le temps et l'effort que passe quelqu'un à s'intéresser à un sujet, et du coup avoir une certaine autorité, pas au sens managérial, mais une autorité de fait sur la façon d'en parler, sur les autres, et qui du coup attire les autres. Donc pour moi, le bon chef de projet, pour répondre précisément à la question, il est vraiment là, même si j'aime pas trop le mot projet, j'aime pas trop le mot chef, donc je vais essayer de définir quelque chose que j'aime pas trop, donc tu n'es pas chef d'entreprise alors. Je fais de mon mieux pour ne pas l'être. Mais c'était ce qui est la présentation d'avant, hein. Il y a un petit peu ce concept de dénaturer la notion de chef. Donc le bon chef de projet, pour moi, c'est celui qui repose, et exactement ce qui vient d'être dit, sur des valeurs qu'il ressent et qu'il porte. Et là, on n'est pas dans de la com, on est dans je suis le premier de toutes les personnes intéressées par ce sujet-là, et je le fais savoir, je le vis au quotidien, et du coup, les choses avancent. Et le deuxième point, un problème très général de beaucoup de projets, c'est qu'on s'entend au début sur un objectif, puis on vit pendant pas mal de temps, surtout dans des projets complexes, on vit pendant pas mal de temps, et un jour, peut-être, l'objectif émerge. Et je crois qu'un très bon chef de projet va dans la simplification, et cette simplification, elle passe par casser l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est quoi? C'est le fait justement de dire je rentre dans un tunnel avec des objectifs en tête, et j'émerge au bout de peut-être, je sais pas, 6 mois, 1 an, ça dépend des projets et la longueur. 3 ans parfois. 3 ans, 5 ans. Dernière question. On a entendu des points de vue sur la bonne conduite de projet, un bon chef de projet. Beaucoup de nos étudiants se destinent à ça. Qu'est-ce que tu espères qu'ils ont retenu? Est-ce qu'il y a une ou deux choses importantes qu'ils devront avoir retenues de leur apprentissage via Gate? Pour toi, quel est ton objectif pédagogique, si tu m'autorises ce mot barbare? Ils doivent avoir retenu quoi de cette expérience? Ça leur a appris quoi? Alors, ça leur a appris à travailler ensemble, à mener à bien une idée en groupe, parce que jusqu'à maintenant, ils sont en prépa, ils travaillent plutôt seuls. Je reviens sur le chef de projet, puisque je les côtoie quand même très régulièrement et beaucoup en ce moment. Ce chef de projet, moi je lui donnerais une grande qualité d'écoute, capable de motiver son équipe, de les placer au bon endroit, au bon moment, et d'aboutir à une belle réussite. Voilà. Et on a beaucoup parlé d'écoute durant cette table ronde, que ce soit dans la
précédentes présentations ici, et je dirais un travail d'équipe, c'est un travail entre personnes, c'est de l'humain. Et je pense que les étudiants, du coup, ont plus de recul et se découvrent d'autres talents, autres que scientifiques et techniques en tout cas. Mais ça nous fait une très jolie conclusion, ça. Y a-t-il des questions avant que je rende la parole à Claude pour clore l'après-midi? Non? Eh bien, je vous demande de remercier en tout cas nos intervenants de s'être libérés et de nous avoir fait partager leur expérience et leur cure-dent. Et puis, merci à vous pour votre écoute et votre attention. Et Claude, je te cède la parole. Merci Vincent, merci beaucoup pour vos interventions, merci pour ce qui s'est dit durant la table ronde, également aussi durant l'intervention précédente. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est dit, on voit bien que Gate, de par la particularité de ce programme, suscite plein de sujets de discussion. Je trouve que les échanges ont été intéressants et on a appris plein de choses. Voilà, Corinne, merci. Merci pour porter Gate, merci pour cet après-midi. Elle porte tout toute seule. Moi, j'ai le rôle facile, j'ai lancé l'idée, mais derrière, voilà, c'est des gens comme ça qui font qu'une idée se traduit, parce que voilà, un projet aussi, ce que disait aussi Vincent, on peut avoir de bonnes idées, des idées, tous les deux, on a 10 par jour. Mais s'il n'y a personne pour relever et puis pour dérouler le truc, ça aboutit pas. Et Gate, elle le porte toute seule. Et vraiment, je réinsiste, c'est sortir de sa zone de sécurité. Parce qu'on est amené à gérer des trucs pas possibles quand même, c'est vrai. On n'est pas dans les quadifs ou dans les maths ou dans la physique. Là. Merci beaucoup. Bon anniversaire Gate. 10 ans, ça marque le coup. Et Corinne, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci. Alors, si vous me permettez, je vous retiens encore 2 minutes 20 plus 30 secondes. Avant de rejoindre l'exposition et le cocktail, je voudrais juste vous présenter le premier clip de la saison 2013-2014 qui m'a été remis hier de la part de l'équipe Intech The Fire. Et puis je terminerai avec un projet citoyen Inti-Moons qui est reconduit depuis 3 ans maintenant. Et qui souhaite un joyeux anniversaire à Gate. Donc je vous lance le clip. C'est la première fois que je vois un clip de cette nature en 10 ans d'existence. Alors le client de cette équipe, c'est le club robotique de l'école. On va peut-être couper la lumière le temps de passer le clip. Bon, ça c'est l'effet démo classique. Intech, c'est un club de robotique. On fait de la mécanique, de l'électronique et de la programmation. On a une carte pour bouger le robot, une pour les bras, une pour surveiller l'ennemi et une pour écouter les ordres de l'intelligence artificielle. La balise laser nous donne la position de l'ennemi. C'est une technologie très avancée. Notre robot est très intelligent. Il anticipe tout ce qui peut se passer.
pas. Je suis bloquée. J'arrive pas à avancer mon dernier slide. Je sais pas. T'as un problème de slide? Bah écoute, oui, j'arrive pas à voir le suivant. Je sais pas pourquoi. Fais escape. Bah, je fais que ça depuis tout à l'heure. Comme quoi, c'est du direct hein, quand même. Bah oui, ça marche toujours quand il n'y a personne. Et puis là, je n'arrive pas à avancer mon slide. T'as perdu la main là? Je sais Bah, pas, qu'est-ce que je peux faire pour occuper le. Ouais. Non, on va éviter de faire ça. Je sais pas du tout pourquoi. T'as pas la main là? Bah Non. non, j'ai rien. Là, c'est moi qui viens d'appuyer. Hein, voilà, c'est. J'ai cru que j'avais tout. Je m'en sors bien sur ce coup-là. Là. Alors, Sinon, je me serais fait assassiner. Tu peux mettre le diapo. Ouais. Et puis moi, j'ai cassé les miennes. À nous deux, on va aller loin. Hein. Attends, bouge pas. Travail d'équipe. Hein. Hop là. Bon, là, on fait OK. Le mot de la fin. Merci. Bravo. Merci Donc Intimoun. ça, c'est un projet que l'on fait avec la ville d'Evry. Oui, Voilà. c'est la maternelle Georges Lapierre voisine et c'est un projet qui typiquement est reconduit depuis 3 ans et la première année, il avait bénéficié d'un prix coup de cœur remis par Altran avec Méande ici, qui nous avait permis d'aller en Suisse faire un aller-retour voir l'avion solaire à l'époque, juste avant son démontage pour les États-Unis. Voilà. Donc, je vais faire un jeu de mots facile, mais bon, tant pis, je peux pas, vous m'en voudrez pas. Donc, j'espère, monsieur le maire adjoint, qu'au travers des différents projets qu'on vous a montrés avec la ville d'Evry, vous verrez que nos étudiants et nos étudiantes, même s'ils sont là que pendant 3 ans, bah, ils ne sont pas de simples visiteurs sur Evry, et que ce sont des petits fillots et des petites fillottes vachement bien. Ouais. Voilà. Yacine, pendant que tu es là, tu veux dire 3 mots sur ton projet, puisque tu es venu m'en donner des nouvelles, juste pour expliquer que Gate, ce n'est pas 1 an de projet, ce n'est pas la validation et on passe à autre chose. Mais voilà, les créations Gate durent, elles existent. Et grâce à des étudiants, donc comme Yacine, étudiant en 3e année, il est venu me donner des nouvelles de son projet. 2 ans plus tard, donc création d'une halte garderie au Maroc qui permet d'accueillir des jeunes mamans ou femmes enceintes qui ont fui leur famille et qui se réinsèrent en pouvant faire garder leurs enfants dans la halte garderie créée par Gate. Alors, pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez des villages, donc catégorie par catégorie, avec un récapitulatif des projets des années passées, je dirais principalement entre 2009 et cette année. Voilà. Bon, là, on voit tout, hein. Il y a tout le contenu. Bon, ceux qui souhaitent aller vers l'expo, il n'y a aucun souci, simplement comme Yacine était là par correction, je trouve que voilà, Ah, ça, je lui donne ça, c'est direct, la hein. parole. Ouais. Ça va. Bon, après, c'est la batterie qui va nous lâcher. Hein, ah, on voit tout, là, mais non, mais c'est le problème. Hein. On a tout le contenu, là. Bon, j'ai rien vu pour l'instant. Oui, d'accord, ok. C'est très gentil. Ouais, non, mais il faut que je montre juste les images, hein, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est bon ? Ouais.
Bonjour à tous. Mon projet, c'était de créer une halte garderie dans un centre qui accueille les femmes en difficulté. Alors vous me direz pourquoi une halte garderie dans un centre qui accueille des femmes en difficulté? Justement parce que le projet de l'association, c'était de permettre à ces femmes de se réinsérer professionnellement. Et donc c'était très difficile pour elles de trouver du travail tout en gardant leurs enfants. Donc il n'y avait pas du tout de halte garderie dans ce centre d'accueil. Donc c'était des femmes battues, des mères célibataires qui venaient avec leurs enfants. Elles étaient des fois enceintes, c'était des enfants en bas âge. Et donc du coup c'était compliqué. Donc au départ la halte garderie c'était ça, donc une simple salle sans rien. Et donc grâce à la participation de l'école, des ensachages au Monoprix, donc nous avons aménagé la halte garderie. Donc déjà on avait déposé du Gerflex, on a commandé des meubles. Et donc on a fait une collecte de jouets sur l'école. Donc tous les participants ici à l'école nous ont donné les jouets de leurs enfants. Donc on a tout assemblé et on a pu coller les logos de Télécom Sud Paris un petit peu partout. Donc voilà à quoi ressemble la halte garderie. Donc les enfants qui ont commencé à pouvoir jouer et s'amuser. Donc, et après le projet a duré. Donc 2 ans plus tard je suis revenu sur les lieux de la halte garderie. Elle marche toujours. Il y a plein d'enfants qui ont été accueillis. Et donc il y a eu la visite d'officiels, donc entre autres l'ambassadeur de l'Union européenne au Maroc, qui a pu visiter la garderie, notamment aussi l'ambassadeur de Belgique. Et donc ils ont pu apprécier le travail qu'on a fait. Et donc voilà tous les dessins d'enfants qui ont été faits durant les 2 années. Donc voilà, je tenais à partager ça avec vous parce que c'est quand même quelque chose de bien. Et ça réchauffe le cœur de savoir que le projet a duré sur la longueur. Merci. Merci beaucoup, c'est vrai. C'est vrai que beaucoup de projets humanitaires, en fait, c'est pas uniquement des one-shots. Ensuite, ça continue et je pense que, en particulier, pour les enfants, je pense que c'est très bien parce que ça va les marquer, en fait, d'avoir ce type d'installation pour eux, quoi. Corinne, je te laisse finir. Merci tous d'être restés jusqu'au bout. Je vous invite maintenant à rejoindre les expositions. Vous avez un cocktail. Donc un grand merci. Et je vous donne rendez-vous, si vous êtes encore courageux, pour revenir le 4 juin, puisque là, cette fois-ci, nous aurons la clôture annuelle de l'année 2013-2014. Donc si certains parmi vous se sentent l'âme d'être jury ce jour-là pour évaluer les clips, affiches, logos, stand et évaluer le prix coup de cœur de l'année, vous êtes les bienvenus et vous me contactez. Voilà. Et sinon, si vous êtes une entreprise et que vous êtes plutôt sur le créneau de la remise de prix, je suis aussi candidate pour les prix. Voilà. Méandre, tu voulais intervenir, le mot de la fin? Oui, juste pour effectivement vous raconter un petit peu l'histoire de Solar Impulse. Faire un parallèle entre Solar Impulse et le projet Gate, tout en gardant les mesures, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que comment est né Solar Impulse. Altran a une fondation, la fondation Altran, et chaque année, on lance un appel à candidature sur des thèmes. Et il y a à peu près de ça 5 ans, il y a 5 ans, ou 6 ans, je ne sais plus, Bertrand Piccard est venu présenter un projet à Altran en disant bah voilà, moi j'ai idée de fabriquer un avion solaire. Est-ce que ça vous intéresse? Donc il y a eu effectivement des votes. Et c'est Bertrand Piccard qui a gagné pour son projet. Et donc il a gagné, alors bien évidemment pas une aide financière, mais on a mis à disposition pendant 2 ans une équipe projet d'Altran qui l'a aidé effectivement à travailler sur le développement de Solar Impulse. Voilà. Donc, juste pour faire un petit parallèle avec Solar Impulse et Gate, c'est que c'était un projet qui nous était présenté et qui a effectivement maintenant qui a le succès que l'on connaît. Donc, alors, bien évidemment, je souhaite les plus grands succès aux différents projets Gate. J'espère qu'ils dépasseront même Solar Impulse. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Philippe Banchereau, également présent d'Orange, qui est un autre sponsor plus récent, mais non moins méritant, puisque cette année, il y a eu un prêt de tablette pour le 4L Trofint et il y a une puce GSM Orange à placer dans la canette Icar. Voilà.